Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la préservation numérique au CINES et des solutions que nous avons mises en place pour assurer la pérennité des données. Et donc, pour commencer, je vais faire un rappel de ce qu'est l'archivage électronique, notamment par rapport à une sauvegarde, par exemple. Donc, de base, une sauvegarde, c'est la copie d'une donnée sur un ou plusieurs exemplaires sur un support externe, dans l'optique d'avoir une copie de sécurité en cas de problème sur la donnée principale. Normalement, quand on fait une sauvegarde, c'est pour du court terme. C'est pas censé durer. Après, on peut mettre en place des sauvegardes un petit peu plus élaborées, qu'on appelle des sauvegardes sécurisées. Donc ça part du même principe, hein, une copie en un ou plusieurs exemplaires sur un support externe. Mais on peut aussi envisager de faire une copie sur site distant et d'ajouter des contrôles, type contrôle d'accès et droit sur les fichiers. Et tout ça forme une sauvegarde sécurisée, donc un petit peu plus élaborée qu'une sauvegarde basique, mais qui est censée être aussi sur du court terme. L'archivage, quant à lui, ça part du même principe à la base, plusieurs copies d'une donnée sur des supports externes, une copie sur site distant pour sécuriser en plus, rajouter les droits d'accès et les contrôles de fichiers, etc. Mais on va ajouter à cela des exigences de respect de l'intégrité et de l'authenticité de la donnée, garantir la lisibilité de cette donnée sur le long terme, garantir aussi sa compréhension, et ce sur le moyen et le long terme. Et tous ces éléments forment l'archivage électronique. Donc ça implique plus de choses qu'une simple sauvegarde. Ça ne consiste pas juste à déposer sa donnée sur un support externe. Donc, l'archivage numérique pérenne de documents électroniques, ça consiste à conserver le document et l'information qu'il contient dans son aspect physique comme dans son aspect intellectuel, sur le très long terme et de manière à ce qu'il soit en permanence accessible et compréhensible. Donc, l'archivage tourne autour de trois problématiques principales. La première, c'est la préservation de l'intégrité de la donnée. Donc, c'est comment se protéger de la détérioration des supports et comment s'assurer que l'information contenue sur le média n'est pas altérée. Donc, pour préserver cette intégrité, il y a différentes méthodes à mettre en place. D'abord, sur les supports physiques, faire une veille pour suivre les éventuelles évolutions technologiques, envisager des migrations physiques en cas d'obsolescence des supports, rajouter aussi une copie sur site distant en cas de problème sur le site principal. Et puis, ça implique aussi, par exemple, de faire des calculs d'empreintes sur les données pour s'assurer que le train de bits n'est jamais corrompu, qu'il n'y ait pas de corruption silencieuse sur le train de bits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la préservation de la lisibilité de la donnée. Donc là, ça concerne essentiellement les formats de fichiers. Donc par lisibilité, c'est comment est-ce qu'on peut accéder à l'information quand le lecteur du média n'existe plus, ou comment ouvrir un fichier quand le logiciel de lecture ne lit plus un fichier ancien, par exemple. Donc là aussi, il y a différentes solutions à mettre en place. Toujours faire de la veille sur les environnements matériels, donc la veille technologique, de l'anticipation. Et sur les environnements logiciels, privilégier les formats durables, donc je reviendrai plus tard sur cette notion de format durable, et envisager des migrations logiques en cas d'obsolescence des formats, donc avec une validation préalable de ces formats, bien sûr, pour s'assurer que la migration est possible. Le troisième point, enfin, c'est la préservation de la capacité à comprendre le contenu du fichier, c'est-à-dire son intelligibilité. Donc, comment faire pour contextualiser l'information et comment s'affranchir de l'aide du producteur pour comprendre la donnée.
Donc là, ça consiste en fait à ajouter des métadonnées descriptives à la donnée et aussi un identifiant unique et pérenne pour pouvoir la retrouver sur le long terme. Et donc ces trois problématiques forment en fait l'essentiel des enjeux de l'archivage numérique. Donc pour les mettre en œuvre, il vaut mieux s'adresser à un organisme dont c'est le métier, parce que quand dans un laboratoire, on n'a pas forcément le temps ni les moyens de s'en occuper, il faut avoir certaines infrastructures. Et donc, vous me voyez venir gros comme une maison, vous pouvez venir au CINES. Donc le CINES en fait a été désigné comme opérateur enseignement supérieur et recherche pour l'archivage numérique. Donc c'est un établissement public administratif qui a été créé en 1999 et qui est placé sous la tutelle directe du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc le CINES a trois missions. La première mission, qui est la mission historique, c'est le calcul numérique intensif. Donc dès ses origines, le CINES a été un centre de calcul. La deuxième mission qu'on exerce, c'est celle d'archivage pérenne de données électroniques, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, c'est une mission qu'on exerce depuis 2004, donc sur demande du ministère pour l'archivage des thèses électroniques de doctorat. Donc c'est un travail qui a été mené en partenariat avec l'ABES dans le cadre du programme STAR. Donc aujourd'hui, toutes les thèses qui sont déposées via le portail STAR sont archivées au CINES. Enfin, il y a une dernière mission qui est l'hébergement de matériel informatique à vocation nationale. Alors, pour en revenir à l'archivage électronique, quelques dates pour vous donner un peu une idée des évolutions de la mission. Donc, je l'ai dit, en 2004 ont eu lieu les premières réflexions sur l'archivage électronique, donc sur demande du ministère. Et il a fallu 2 ans pour élaborer la première version de la plateforme d'archivage, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'autres exemples de plateformes. Donc, elle a été élaborée donc, pour l'archivage des thèses. Depuis, donc, on a eu de plus en plus de projets variés. Et parmi les dates importantes à retenir, ça a été donc 2008 qui confirme par mission, par lettre de cadrage, la mission archivage, et 2014 qui voit la mise à jour des statuts du CINES, et donc l'archivage numérique est reconnu comme une mission statutaire. Donc ça veut dire qu'il a fallu à peu près 10 ans pour que le CINES fasse ses preuves et que le ministère reconnaisse que le CINES pouvait assurer cette mission d'archivage. Donc là, la chronologie s'arrête en 2016 sur la migration des données sur de nouveaux supports. Donc à l'époque, la plateforme contenait 40 Tera de données utiles et cette année, on en est à 51 Tera de données archivées. Alors, au niveau des équipements au CINES, il faut savoir que les infrastructures sont très sécurisées. Le CINES, c'est une zone à régime restrictif, une ZRR, donc ça veut dire que les accès physiques au site sont très contrôlés, de même que les accès logiques. Pour accéder par exemple à la plateforme d'archivage, il faut s'identifier par login, mot de passe et avoir déclaré ses adresses IP préalablement. D'autre part, les données sont sur donc, différents types de supports qui sont répartis dans des salles distinctes et chaque donnée est répliquée sur site distant. Donc actuellement, la réplication se fait sur le site de l'IN2P3 à Lyon. À cela s'ajoute une volonté de s'assurer que les machines ne manquent jamais d'électricité. Donc c'est pour ça qu'ont été mis en place 2 lignes RDF qui sont ensuite doublées par des ondulateurs en cas de problème. Et puis un groupe électrogène aussi peut prendre le relais en cas de panne. Donc voilà, tout est fait pour que l'information soit toujours bien sécurisée, physiquement pour que personne n'accède aux salles machines, et logiquement aussi pour empêcher toute intrusion sur la plateforme.
Au niveau des ressources, on dispose entre autres de supercalculateurs, notamment la machine Oxygène, actuellement c'est elle qui est en place, et puis de différents équipements. Et pour l'accès réseau, on passe par Renater. Voilà. Alors, la plateforme d'archivage, voilà à quoi elle ressemble. Donc, elle est basée sur le modèle OAIS. Donc, si vous avez déjà entendu parler d'archivage électronique, normalement, le terme d'OAIS ne vous est pas trop inconnu. Donc, OAIS, ça veut dire Open Archival Information System. Donc, c'est un modèle conceptuel qui définit en fait l'architecture logique et les fonctionnalités d'un système d'archivage électronique. Alors, il est défini de manière assez générale. Et donc, c'est un modèle qui s'est imposé dans le monde de l'archivage numérique. Et donc, normalement, toute bonne plateforme d'archivage est censée se référer au modèle OAIS. Donc, la plateforme telle qu'elle se présente est composée d'un module d'entrée par lequel va passer ce qu'on appelle le SIP. SIP, c'est un terme de l'OAIS qui veut dire Submission Information Package. C'est l'unité d'archivage avant qu'elle soit déposée sur la plateforme, ou on appelle ça aussi un paquet d'archives. Et après être passée par le module d'entrée, elle devient un AIP, c'est-à-dire un Archival Information Package. Donc la donnée archivée, le paquet d'archives. Donc je reviendrai plus tard sur le fonctionnement un peu de cette plateforme et sur le trajet que suit un paquet pour être archivé. Donc là, c'était pour vous donner une idée un peu des différents modules mis en place et de son fonctionnement, pour avoir un peu une vision d'ensemble des différents éléments qui la composent. Alors, au niveau des données que nous archivons, donc je l'ai dit déjà, les thèses de doctorat françaises, nous avons aussi des universités qui viennent nous voir avec des thèses d'exercice et des mémoires qui ne rentrent pas dans le cadre de STAR, mais qui nécessitent aussi d'être préservées, donc nous les archivons aussi. Nous avons aussi des publications scientifiques, par exemple le portail HAL est archivé au CINES, ou encore dans le domaine des sciences humaines et sociales, le programme PERSE, dont les revues sont déposées sur notre plateforme. Nous avons aussi des documents patrimoniaux numérisés, c'est-à-dire des manuscrits médiévaux, des imprimés anciens des 16e, 17e, 17e siècle numérisés, et donc nous conservons ces images. Par exemple, nous avons les fonds de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, ou ceux de la Bibliothèque interuniversitaire de santé à Paris aussi. Voilà, toutes les collections anciennes. Nous pouvons avoir aussi des vidéothèques, des banques d'images, des phonothèques. C'est le cas par exemple de la banque d'images de l'INSERM, ou encore de la banque d'images toujours de la Bibliothèque interuniversitaire de santé. En termes de phonothèque, nous avons celle de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme aussi, qui a été déposée en fin d'année dernière. Autre type de données, des rapports, type rapport archéologique dans le cadre de l'INRAP, par exemple. Nous avons aussi des données de gestion, donc là, c'est tout ce qui est dossier de personnel, par exemple. C'est le cas des données de l'Université de Strasbourg qui archive chez nous donc tous les dossiers de carrière de ses agents. Et enfin, vous pouvez avoir des données type résultats de calcul ou données d'observation. Donc, nous archivons dans ce cadre les données du programme GeoSud. C'est la préservation des observations satellitaires de la Terre, donc des images numériques issues de différents satellites. Donc voilà l'ensemble à peu près des typologies de données qui sont conservées sur notre plateforme. Donc c'est assez varié. Donc j'ai dit tout à l'heure que l'archivage tournait autour de 3 enjeux: préservation de l'intégrité, de la lisibilité et de l'intelligibilité des données. Donc pour préserver l'intelligibilité des données, ça implique d'utiliser des métadonnées. Et donc au CINES, nous avons différents niveaux de métadonnées exigés pour pouvoir archiver.
Donc vous avez un fonds de données, un projet d'archives dans son ensemble, qui nécessite d'être décrit dans ce qu'on appelle le ppdi.xml. PPDI, c'est pour Project Preservation Description Information. Donc, ce document sert à renseigner de manière générale le fond, le projet, expliquer l'historique du projet, qui sont les différents intervenants, qui sont les producteurs, enfin voilà, tout ce qui va permettre de contextualiser ce fond et de le comprendre dans son ensemble. Un fond ensuite donc, est composé de plusieurs documents et chaque document est accompagné de ce qu'on appelle donc, un bordereau de versement. Donc il y a deux formalismes possibles au CINES. Nous avons un premier formalisme qui est le SIP.xml qui est un formalisme maison basé sur du Dublin Core. Donc il doit y avoir un bordereau de versement par paquet d'archives et son objectif c'est de décrire le contenu. Le deuxième formalisme, c'est le archive transfer.xml qui est utilisé dans le cadre du CEDA. Donc le CEDA, c'est pour standard d'échange de données sur l'archivage, qu'on utilise dans le cadre des archives publiques. Donc c'est un formalisme assez spécifique. Et l'AIP.xml, c'est le document qui est produit une fois le paquet archivé, c'est-à-dire qu'il reprend le SIP.xml en ajoutant les métadonnées d'archivage, différentes métadonnées d'archivage. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle les métadonnées métiers. Donc ça, ce sont les métadonnées des producteurs qui ont aussi un intérêt à être préservés. Et donc, on encourage généralement les producteurs de données qui archivent chez nous à conserver aussi leurs métadonnées au format XML. Parce que généralement, ce sont ces métadonnées-là qui ont aussi les informations les plus précieuses pour la compréhension de la donnée. Et donc, en théorie, si on n'a pas réussi à caser toutes les informations nécessaires dans le SIP.xml, on encourage à conserver aussi les métadonnées métiers. Donc, à côté de ces différents niveaux de métadonnées, on a ce qu'on appelle la bibliothèque d'information de représentation, ou BIR, donc qui sert à préserver les spécifications des formats archivés, les différents schémas XSD ou DTD des fichiers XML, à conserver aussi les profils d'archivage dans le cadre du CEDA, à conserver le PPDI bien sûr, et puis aussi les conventions d'archivage. De cette manière, on pense avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir comprendre un fonds de données et pour pouvoir continuer à y accéder. Le deuxième aspect, c'est donc la préservation de la lisibilité des formats et donc d'utiliser ce qu'on appelle des formats pérennes. Donc, un format pérenne, c'est un format qui doit être identifié et vérifiable. Donc, il doit être publié, il doit être largement utilisé. C'est mieux quand il y a une communauté derrière un format. Et puis, normalisé si possible. C'est important en fait que les formats aient des spécifications bien faites et qu'ils respectent à la lettre ces spécifications pour qu'on puisse par la suite pouvoir les convertir et pour qu'ils puissent aussi être lisibles dans le temps. Donc, dans la plateforme, il y a un validateur de format qui a été mis en place, qui est basé sur des outils libres tels que Jove, ImageMagick ou Droid. Et nous mettons aussi à la disposition du public un validateur en ligne qui est basé sur les mêmes outils. Donc, c'est sur le site facile.cines.fr. Donc, sur ce site, vous pouvez retrouver la liste complète des formats archivés au CINES. Parce que sur le tableau, là, c'est une liste restreinte. Et l'outil, en fait, vous permet de tester vos fichiers, entre autres choses, savoir s'ils sont valides, bien formés et s'ils peuvent être acceptés dans PAC. Donc voilà, celui-ci est ouvert à tout le monde, disponible en ligne donc sur facile.cines.fr. Et donc il est basé, enfin, il est identique au validateur de format de notre plateforme. Donc voilà la politique mise en place en termes de format de fichier. Alors c'est vrai que
Ça peut poser problème parfois pour des formats de données de la recherche, des formats qui peuvent être très spécifiques, parfois seulement utilisés par le chercheur ou par son laboratoire, il n'y a pas forcément de spécification, tout ça. Donc, si vous avez déjà eu à faire des plans de gestion de données, on vous demande normalement de prévoir un peu à l'avance tout ce qui peut arriver au cours de votre projet, et notamment de prévoir l'archivage et donc de commencer à vous renseigner en amont des exigences d'un service d'archives. Et parmi les conseils qu'on peut vous donner, c'est effectivement pour le cours de votre projet, utiliser les formats qui vous sont utiles. Et ensuite pour l'archivage des données, sachant que toutes les données produites au cours d'un projet n'ont pas vocation à être conservées, envisager une conversion dans un format dit pérenne. Ça peut être une solution. Alors, pour mener un projet d'archivage au CINES, comment ça fonctionne? D'une part, on a une équipe projet côté CINES qui est composée d'un référent projet avec un profil un peu plus informaticien, un peu plus technique, et puis un archiviste. Donc en ce moment, c'est moi qui m'occupe des projets d'archivage. Donc entre autres, moi je suis là pour aider les producteurs de données à sélectionner leurs métadonnées, entre autres choses, et à constituer leur paquet d'archives. En face, dans l'équipe du service versant, c'est bien qu'il y ait au moins un référent projet auquel on puisse s'adresser. Alors, s'il peut y avoir aussi un archiviste, c'est bien aussi, hein, mais c'est assez rare. Ou au moins une personne donc, qui maîtrise bien le côté documentaire du fond, les aspects documentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que côté service versant, il y a des développements informatiques à prévoir, puisqu'il faut pouvoir s'interfacer avec notre plateforme pour le dépôt des données. Le partenariat donc, avec le CINES est encadré d'abord par une lettre d'intention, c'est-à-dire qu'il faut écrire au directeur du CINES une lettre dans laquelle le projet doit être présenté avec donc son intérêt, les volumétries, les formats de fichiers. Et si le directeur répond favorablement à la demande, à ce moment-là, on peut commencer un projet d'archivage. Le projet est encadré par une convention d'archivage. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisqu'en fin de journée, vous avez Olivier Rouchon qui est le responsable du département archivage qui viendra vous parler plus spécifiquement de la politique contractuelle du CINES. Et en ce qui concerne donc, la tarification, donc elle se fait au téraoctet utile archivé, c'est une tarification annuelle et en fonction du niveau de service, c'est-à-dire en fonction des supports de stockage choisis. Au-delà du Tera, la tarification est dégressive en fait. Donc voilà à peu près les éléments clés à connaître pour venir nous voir. Et donc maintenant, je vais revenir sur le fonctionnement de la plateforme PAC dans son ensemble, et notamment sur le trajet que suit un paquet au sein de cette plateforme. Donc, le service versant doit s'authentifier au moyen donc, du login mot de passe. Et donc, il envoie son SIP, son paquet d'archives. En retour, il reçoit un accusé de réception par mail confirmant que le paquet a bien été reçu de notre côté. Par la suite, ce paquet donc, doit passer dans le module d'entrée et subir différents contrôles qualité. Entre autres choses, contrôle d'empreinte, contrôle du checksum, contrôler le formalisme du paquet, puisqu'on demande une certaine structure de paquet pour archiver au CINES, s'assurer que le SIP.xml ou que le archive transfer.xml est bien présent dans le paquet, que ce fichier-là est bien formé et valide, là qu'il ne manque pas de métadonnées obligatoires. Ensuite, ce paquet suit un contrôle des formats, s'assurer aussi que ces formats sont valides et bien formés. Et puis, il y a différents autres contrôles, type contrôle antivirus, etc. Donc, en cas de problème, le paquet est rejeté, et donc il faut corriger l'erreur et recommencer. Donc, il y a un message d'erreur
et un code d'erreur qui explique ce qui n'est pas. Il faut savoir qu'au niveau du module d'entrée, le traitement du paquet s'arrête dès qu'il y a une erreur. Donc votre paquet peut être rejeté plusieurs fois, puisqu'il faut corriger au fur et à mesure les erreurs possibles. Une fois que votre paquet a passé tous les contrôles qualité, qu'il est beau, qu'il est bien formé, qu'il a tout ce qu'il faut dedans, l'AIP, donc l'unité d'archivage, peut être créée. Donc, côté SAE, nous générons notre propre empreinte, notre propre checksum qu'on ajoute. On rajoute aussi une date d'archivage et puis un identifiant unique et pérenne qui est de type ARK pour nous. Mais il y a d'autres identifiants possibles, type handle, DOI, etc. Mais pour Pâques, c'est l'ARK. Le paquet va subir ensuite quelques traitements complémentaires. Donc on va récupérer les informations associées, entre autres, pour remplir la bibliothèque d'informations de représentation. Donc par exemple, aspirer les schémas XSD pour les archiver aussi. Et enfin, après tous ces traitements, le paquet est stocké en plusieurs exemplaires sur du disque, sur de la bande, dans des salles machines différentes, et il y a toujours une copie donc, sur le site distant. Et à partir de là, votre paquet est archivé. Alors, périodiquement, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème sur ces données, on fait une vérification du checksum que nous avons calculé, une revérification de l'empreinte du fichier. On s'assure que dans le référentiel, les AIP référencés sont bien dans la plateforme. Qu'on n'en ait pas un qui est disparu, ce serait dommage. Et puis, on va s'assurer aussi que ce référentiel n'a pas été corrompu. Donc ça permet de vérifier que l'intégrité de la donnée a bien été respectée. Alors, en ce qui concerne les migrations physiques, il y en a de différents types. Donc, en cas de besoin de rafraîchir les supports, si les supports sur lesquels sont les données ne sont plus maintenus, donc ça, nous avons déjà eu à le faire, ce changement de support. Il y a aussi donc, des migrations pour faire des duplications de données, ou enfin des migrations pour faire du réempaquetage, c'est-à-dire passer d'un type de support à un autre, passer du disque à la borne, par exemple. Donc ça, ce sont l'ensemble des migrations physiques possibles. Et donc, c'est vrai que le rafraîchissement des supports permet aussi donc, de préserver cette intégrité de la donnée. Et éventuellement, on peut faire des migrations logiques si certains formats présents dans la plateforme deviennent obsolètes. Pour le moment, nous n'avons pas eu à le faire, mais ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons aussi travailler pour être prêts le moment venu. Et donc voilà à peu près comment fonctionne la plateforme PAC. Donc en haut, j'ai écrit qu'elle était donc agréée SIAF. Donc le SIAF, c'est le service interministériel des archives de France. Donc ça, c'est pour l'archivage des données publiques. Par données publiques, j'entends toutes les données produites ou reçues par les organismes publics dans le cadre de leur activité. Et donc, pour être tiers archiveur pour des archives publiques, il faut un agrément spécifique du SIAF. Elle est aussi agréée DSA. DSA, c'est le Data Seal of Approval, qui aujourd'hui s'appelle le Core Trust Seal. Il a évolué récemment, donc c'est une certification de base qui est basée sur 16 critères qui permet donc de certifier qu'une plateforme d'archivage est conforme à différentes exigences. Et enfin, l'ISO 16363, c'est le haut degré de la certification européenne. Donc on est conforme à cette norme parce que nous avons participé en fait au test sur l'élaboration de cette norme, en fait, voir si elle était applicable ou pas. Voilà. Donc voilà les informations à connaître sur PAC. Donc pour terminer, un rappel de nos différents partenaires, donc j'en ai déjà évoqué un certain nombre. Je peux ajouter comme partenaire donc la Cour des comptes pour les données des juridictions financières, etc. Et nous avons aussi un partenariat avec Humanum pour les données en SHS, donc par exemple sur le programme Archéovision pour l'archivage de données en 3D. Donc la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, je l'ai dit tout à l'heure, pour
les archives orales. Nous travaillons aussi avec le Centre de données sociopolitiques, qui est là, juste derrière vous, sur des archives, en fait sur des données qualitatives en sciences humaines et sociales, des données d'enquête. Donc le travail est en cours. Et voilà, nous avons différents partenaires dans le cadre du MANUL. Dans le cadre de EUDAT, donc EUDAT c'était un projet européen qui s'est achevé en mars de cette année. Donc l'objectif c'était de proposer au niveau européen aux communautés scientifiques différentes infrastructures pour la préservation de leurs données, la gestion et la préservation de leurs données. Donc EUDAT actuellement est en cours de remplacement par un projet qui s'appelle EOSC Hub, qui va reprendre en partie ce qui a été fait sur EUDAT et qui va ensuite évoluer. Et donc dans le cadre de EUDAT, nous avons mené un projet d'archivage appelé Herbadrop, en partenariat entre autres avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc l'objectif c'était l'archivage de planches d'herbier numérisées. Donc le principe c'est que ces planches d'herbier numérisées étaient envoyées au CINES, passées par la machine de calcul pour être ossérisées, c'est-à-dire récupérer les informations contenues sur les étiquettes qu'on trouve en bas de chaque planche d'herbier, et ensuite est envoyée sur la plateforme d'archivage pour traitement. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous dire rapidement sur l'archivage au CINES. Donc je vous ai mis comme contact celui du responsable du département. Je le laisse après gérer les demandes. Donc voilà, merci.